Donc voilà, donc merci à Caroline d'être venue parce qu'elle est complètement surchargée avec ses cochons, d'avoir laissé ses cochons avec les bénévoles. Et je vous demande d'applaudir Caroline Dubois du refuge Groingrouin. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci Yolène pour l'invitation. Vraiment, je suis honorée et d'autant plus qu'on parle rarement des cochons. Donc, merci à vous tous et toutes d'être là. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous préciser d'où je parle parce que, comme le disait Yolène, je suis pas éthologue universitaire. Voilà. Bon, j'ai un doctorat, mais c'est en ramassage de caca, mais ça compte aussi un petit peu. Donc voilà. Donc, je suis moins à l'aise que les personnes précédentes. Je vais un peu lire mes notes. Je vous prie de m'excuser. Voilà, soyez avec moi pour cette présentation. Voilà, donc je m'occupe avec une équipe maintenant depuis 20 ans de quelques 250 cochons qui ont vécu ou qui vivent au refuge. Et donc, j'ai aussi, vécu avec 2 cochons vietnamiens dans ma maison comme des chiens ou des chats. Donc, ce qui m'a donné une proximité avec eux. Voilà, et puis la partie théorique des connaissances dont je vais parler aujourd'hui, ça vient de recherches que j'ai faites pour pouvoir écrire un livre sur les cochons et comment s'occuper d'eux, sachant qu'il a été très difficile de trouver des informations sur les cochons d'un point de vue d'intérêt pour eux, parce qu'en fait, toute la littérature qu'on peut trouver, c'est comment mieux produire de la viande, faire plus l'élevage, multiplier les transformations génétiques, etc. Mais qui est le cochon, comment on s'en occupe et quels sont ses centres d'intérêt, quelle est leur personnalité, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Voilà. Donc, je vous parle aussi un petit peu, du refuge, non pas pour faire de la pub pour le refuge, mais juste pour vous compreniez d'où on parle. En fait, on est un endroit qui peut ressembler à ce que vous auriez en tête quand on pense à une ferme un peu idyllique quand on est enfant. Donc, on a 17 hectares où les animaux vivent en liberté quasiment complète. Donc, on a différentes pâtures. Voilà. Ils y restent toute leur vie. On est un sanctuaire. Donc, en fait, on les accueille. Ils sont issus de maltraitance, d'élevage. Ils tombent des camions qui les emmènent à l'abattoir. Et ils sont en fait observés pour ce qu'ils sont. Donc, on les voit depuis 20 ans évoluer pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on pourrait tirer d'eux. Voilà. Donc, on peut voir, on a fait en sorte de vraiment respecter les liens sociaux qu'ils développent et puis de les considérer surtout comme des individus qu'ils sont. J'espère que la présentation d'aujourd'hui va vous en faire prendre conscience. Voilà. Donc, on a adapté les locaux pour qu'ils soient bien. Donc, ils ont tous accès à des cabanes paillées jusqu'aux oreilles. Il y a des lampes chauffantes pour l'hiver. Il y a des ventilateurs l'été. Il y a des bauches de boue dans lesquelles ils peuvent se rafraîchir, parce qu'en fait, ces animaux thermorégulent mal, donc ils ont besoin d'eau. Voilà. Donc, et puis, ils ont aussi, aux petits soins, une équipe de professionnels, de soigneurs et soigneuses professionnelles, et puis une équipe de bénévoles. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la partie accueil de l'association. Et puis, la deuxième mission, c'est de faire ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, c'est de faire de la sensibilisation pour parler des cochons. Voilà, donc on peut venir au refuge et les voir sur des journées dédiées, en fait, sur inscription, et c'est gratuit. Voilà, on peut partager la vie, leur personnalité et les intérêts des animaux sur les réseaux sociaux, ce qui fait, on touche beaucoup de monde d'un coup, en fait, avec les réseaux sociaux. Donc, c'est la bonne partie de ces réseaux qu'on décrit tant. Pour les associations et les refuges comme nous, c'est vraiment hyper important. Et puis, on fait des visites d'école, on fait des visites virtuelles ou sur place avec des écoliers. Donc, on peut projeter des visites en direct sur les écrans des classes, enfin les tableaux interactifs des classes, donc avec les gamins qui visitent le refuge et qui nous disent « Tu veux pas aller gratouiller Eston ?» Alors, on part et on gratouille Eston pour les enfants qui nous regardent. Voilà. Donc, avant de continuer de rentrer un peu dans le vif du sujet, petite précision, vous allez voir sur certaines photos des bébés. Alors, évidemment, nous, on castre et on stérilise tous les animaux. L'idée, c'est pas faire de la reproduction, mais en fait, on peut être amené à récupérer, de sauver des truies qui ont mis bas. Donc, on sauve évidemment la truie et les bébés. C'est pour ça que vous allez pouvoir voir des bébés. Voilà. Et puis, il y aura un petit temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Je parle pas trop vite? Ça va? Non? Ouais?
Bon, ok, on y va. Donc voilà. Alors, parler des cochons, c'est commencer par parler de la vie sociale des cochons, parce que vraiment, ils ont un attachement au groupe qui est essentiel. Alors, au départ, pour la survie du groupe, c'est des animaux de proie, donc c'est vraiment partie de la stratégie pour survivre. Mais aussi, ils ont besoin de congénères pour leur équilibre et leur épanouissement. Donc, un peu comme les chevaux, les vaches, et puis nous, évidemment, même combat. Voilà. Donc, la famille et les amitiés comptent vraiment énormément pour eux, que ce soit la famille réelle ou la famille qu'ils se créent. Donc là, vous pouvez voir sur la photo, vous avez Pompon et Eston. Eston sort d'un élevage bio où il était le reproducteur, et Pompon avait été prise par des particuliers qui l'élevaient pour la manger, et puis à force de s'occuper d'elle, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus la manger et nous l'ont confiée. Et Eston et Pompon se sont donc rencontrés au refuge, se sont trouvés et depuis ne se sont jamais lâchés. Bon, ils sont maintenant décédés tous les deux malheureusement, mais quand vous aviez Pompon à un endroit, vous aviez Eston à 2 mètres et inversement. Voilà, donc c'était vraiment un des couples qui peut vraiment expliquer le profond attachement qu'ils peuvent avoir entre eux. Voilà, comme on peut aussi le voir sur la photo de la fratrie de la famille Barba-Papa. Oui, parce qu'on a des noms sympas. On s'appelle le refuge Groin-Groin, alors il faut continuer dans les noms rigolos. Vous avez la particularité des cochons, c'est qu'en fait, ils adorent dormir blottis les uns contre les autres, voire les uns sur les autres. Et donc, ils peuvent s'empiler. Comme vous pouvez voir là, Barbizou sur Barbabel. Il y a vraiment un besoin de contact physique entre eux qui sert pour la chaleur, mais pour aussi se rassurer les uns avec les autres, quoi. Donc les bébés que vous voyez ici, ils faisaient un petit kilo à peine. Maintenant, ils en font 80. Ils sont adultes et la famille vit toujours ensemble. Elle n'a jamais été séparée, évidemment. Et pourtant, on les retrouve toujours dans ces positions-là quand ils dorment. Donc au refuge, il y a plus de niches et de box que d'animaux. Malgré tout, dans une niche qui contient normalement 2 cochons vietnamiens, vous pouvez voir sortir 6 cochons les uns derrière les autres. On dirait le sac de Mary Poppins. Voilà, c'est un flot continu. Et en fait, ils s'empilent vraiment à l'intérieur des niches. Donc, ça montre que c'est un véritable choix de leur part, quoi. Il n'y a pas de personne les force à faire ça. On peut aussi insister aussi sur l'isolement des cochons, ce qui est souvent pratiqué quand les gens ont des cochons. Alors, je sais que vous, ici à Paris, on ne pense pas que les cochons sont encore élevés chez des particuliers pour être mangés, mais en la campagne, ça se fait encore beaucoup. Et donc, vous pouvez avoir un particulier qui va acheter un bébé pour pouvoir l'engraisser et le manger, et donc le fait vivre seul dans un box, quoi. Enfin, voilà. Vous avez aussi les truies qui sont enfermées dans des cages de maternité dans les élevages intensifs. Donc, ils sont seuls, avec juste pour interaction les bébés, mais elles n'ont pas une vraie interaction, puisque les bébés peuvent arriver aux mamelles, mais c'est tout ce qui se passe, quoi. Et en fait, isoler un cochon, c'est le priver de contact, et ça les rend dingues. En fait, comme vous ou moi, si on était mis à l'isolement, on finit par pas aller bien du tout. Et sur les cochons, on peut le voir, parce que souvent, quand on récupère des cochons qui ont vécu seuls au refuge, au départ, ils sont très agressifs, parce qu'ils sont rendus fous. Et le fait juste de les mettre avec les autres, en fait, les choses s'apaisent. Et de cochons très agressifs, vous pouvez avoir des cochons qui deviennent ultra câlins et qui cherchent des caresses et du contact normal, sans qu'on ait eu à faire une rééducation, une désensibilisation, etc. Donc voilà pour cette slide. Donc la nidification, l'enfouissement, c'est vraiment un truc qu'ils adorent. Ils font des nids. Donc je ne sais pas si c'était un truc assez connu, mais les cochons adorent faire des nids. Ils ont besoin de ramener du matériel qu'ils peuvent ramener avec leur bouche. Ils peuvent ramener des branchages, des feuillages, et évidemment un des meilleurs. Une des façons les plus faciles pour eux, c'est la paille. La paille les aide à rester en dessous et au chaud. Évidemment, c'est aussi pour se cacher des prédateurs. Et d'ailleurs, quand on récupère des cochons qui ont été un peu traumatisés, l'idée, c'est de leur proposer de la paille. Et également, on peut aussi leur mettre, un toit bas au-dessus de la tête, vous voyez, de mettre un toit à 1,50 m. Le fait d'avoir quelque chose au-dessus d'eux leur procure un sentiment de sécurité réel et immédiat, en fait.
Ah oui, et alors, dernière chose qui est assez... c'est pas vraiment de l'intelligence, mais je vais en parler quand même parce que ça casse un peu les idées reçues. Est-ce que vous savez que les cochons, pour vous, est-ce que les cochons sont propres? Est-ce que quelqu'un peut répondre comme ça dans la salle? Ouais, vous le savez, ok. En fait, oui, donc ils ont une réputation de saleté. Quand on parle cochon, il y a plein de gens qui vont vous dire oh, c'est sale. Et en fait, les cochons sont propres comme instinctivement, comme les chats. Donc, par exemple, pour en revenir à un témoignage personnel et qui reprend le témoignage de plein d'humains qui vivent avec des cochons comme animaux de compagnie, vous n'avez jamais d'accident de pipi ou de caca chez vous quand vous vivez avec un cochon vietnamien dans la maison. Ça n'arrive jamais. La seule fois où ça m'est arrivé en 18 ans, c'est parce que Rosalie je l'ai emmenée tout de suite chez le vétérinaire et elle avait une infection urinaire. Donc vraiment, voilà. Si vous mettez des cochons dans un box ou dans un endroit fermé, ils vont manger dans un endroit et ils iront faire leurs besoins à l'endroit opposé de là où ils mangeaient. Donc, petite parenthèse et petit parallèle avec les élevages indus, puisqu'en fait, en élevage indus, les cochons font leurs besoins directement sur le sol, qui lui-même est ajouré pour laisser passer les excréments dans une fosse qui est juste en dessous. Donc, ils vivent exclusivement au-dessus de leurs excréments toute l'année, tous les 6 mois de leur vie, puisqu'ils partent à 6 mois à l'abattoir. Et donc, c'est une maltraitance en soi, quoi. Voilà. Alors, on a aussi, comme ils ont besoin d'une vie sociale et que la vie sociale, elle repose vraiment chez les cochons sur un sens et un besoin d'une hiérarchie marquée dans le groupe, voilà, et ce, dès le plus jeune âge. Donc, les bébés sont des rares animaux qui naissent avec des dents de lait assez pointues afin de pouvoir se battre à la naissance, dès la sortie, avec leur petit frère ou leur petite sœur pour aller conquérir la meilleure mamelle, celle qui produit le plus de lait. Donc c'est assez surprenant à voir. Et puis une fois qu'ils ont cette mamelle, ils vont la garder pendant tout le temps de l'allaitement, quoi. Donc ils savent que telle mamelle est à tel cochon et donc les bagarres s'arrêtent. Mais si entre deux, il y en a un qui se dit tiens, je vais quand même essayer d'aller piquer la mamelle de l'autre, il va y avoir de nouveau des bagarres et il y aura peut-être un changement de mamelle si finalement le vainqueur de la bagarre n'est pas celui d'avant. Voilà. Donc ça, c'est quand ils sont bébés. Mais en fait, les bagarres vont perdurer. En fait, le besoin de hiérarchie va perdurer tout au long de la vie du cochon. Alors, en fait, ça sert à la régulation sociale dans le groupe. Et c'est une question de survie et c'est pas une question d'inclinaison à la violence. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin absolument de désigner, qu'il y ait un chef de groupe qui soit désigné pour la sécurité du groupe. Parce qu'en fait, le chef en question, l'individu en question qui va réguler, ça va être lui qui va être en alerte, qui va signaler les dangers. Et en fait, c'est pas une position très agréable pour lui d'ailleurs, parce qu'en fait, il est jamais au repos, il est toujours en stress. Donc voilà. Je vais vous montrer ensuite, c'est une vidéo, donc je vous fais un trigger warning. Je vais jouer la vidéo. C'est une vidéo de bagarre entre cochons. Donc visuellement, c'est impressionnant, mais ils se font rarement mal, avec la précision qu'ils se font rarement mal parce que l'espace est grand et ouvert. En fait, quand des cochons se battent, vous allez pouvoir le voir à l'instant, celui qui perd la bataille va fuir l'autre. C'est le seul moyen de montrer à l'autre qu'il a gagné. Si vous êtes dans un endroit exigu, en fait, la fuite n'est pas assez marquée et la bagarre continue. J'en reviens à mon parallèle avec l'élevage intensif, où il y a énormément d'animaux dans très peu d'espace et des bagarres en continu, et donc aussi des mutilations. Donc vous avez certainement entendu parler que les queues des cochons étaient coupées. La loi a changé un peu, mais du coup, ils coupaient les cochons pour éviter la queue des cochons pour éviter les mutilations, et puis aussi des oreilles très abîmées dans les élevages des cochons. Donc je vais jouer la vidéo. Alors pour les bagarres, ça va
une fois que le groupe est régulé et que tout le monde s'entend bien, en fait, l'ordre social va rester dans le groupe ad vitam aeternam jusqu'à ce que un des animaux, par exemple, va grandir. Donc, en fait, il va devenir aussi grand que son copain, qu'un adulte. Il va prendre de la taille. Et là, le petit qui était plus petit que l'adulte va se dire en fait, j'étais en dessous, mais maintenant, peut-être que je vais avoir de la force et peut-être que je vais pouvoir aller détrôner la place de mon copain, je sais pas moi, Bigoudi, par exemple. Et donc, rebagarre. Et puis là, l'ordre peut s'échanger. Et quand vous avez tous ces animaux qui s'entendent bien et que vous introduisez un nouveau cochon dans un groupe de cochons, alors que tout le monde est sympa et que tout le monde se dit non, ils sont trop gentils, on peut les caresser, c'est super mignon ou quoi, et vous avez de nouveau une grande bagarre qui se déclare. Donc entre l'individu qui arrive et puis les autres qui sont déjà dans le groupe, mais aussi plus étonnamment entre par exemple 2 sœurs ou 2 frères qui s'entendaient très bien jusque-là. Mais le fait d'introduire un nouveau va remettre en question toute leur hiérarchique et donc ils ont vraiment besoin de savoir où ils se trouvent. Donc alors attention, je vous montre la vidéo. Vous allez voir, c'est un petit peu comme de la lutte gréco-romaine. En fait, ils se mettent en virgule, ils se poussent. L'idée, c'est de faire tomber l'autre. Donc là, pouf, c'est gagné. Et donc, on pousse. Et puis, le petit cochon qui a perdu fuit celui qui a gagné. Donc, dans les participants à cette bagarre, vous aviez Olive, la petite truie blanche, et Hank, le cochon qui était gris et noir, qui a été sauvé de maltraitance. Il a été abandonné dans une courette d'immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, donc la différence est là. Alors, on va passer sur la communication. Bon, j'avais pas assez d'images, donc ça va être un peu moins fun. Voilà. Donc pour la communication, donc vous avez pu voir que il y a des postures quand en fait ils se battent, ils se mettent en virgule, ils ont la crête qui se hérisse. Voilà. Et puis quand tout va bien, et que, par exemple ils broutent, parce que les cochons broutent énormément. Voilà. C'est vraiment une des activités qu'ils adorent quand ils en ont la possibilité. On repense aux élevages intensifs, il n'y a pas d'herbe. Voilà. Et en fait, ils remuent de la queue, les cochons, quand tout va bien. Donc, pas comme un chien, quand il est content, il remue de la queue parce qu'il est content de vous voir. Non, eux, c'est juste pour signifier que c'est l'état normal, sans stress. Voilà. Donc, voilà. Et vous avez des vocalises aussi chez les cochons qui sont vraiment... Enfin, il y en a plein, quoi. Il y a plein de sons différents. Donc, je vais vous faire l'économie d'imiter des cochons. Mais en fait, quand on vit avec eux, très rapidement, on arrive à vraiment identifier quel son veut dire quoi. Donc, par exemple, vous avez un son qui dit là, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille, sinon ça va mal se passer. Celui-là, on le connaît tous et toutes. Et donc c'est assez rigolo parce qu'ils le font entre eux, mais ils le font aussi avec nous. Par exemple, si vous avez un cochon qui est allongé dans un passage, par exemple, au niveau d'un seuil de porte et que vous voulez passer, et il va faire ce son parce que vous allez le déranger. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi le son de la reconnaissance du bébé à la mère. En fait, quand les bébés naissent, ils vont se faire reconnaître, ils viennent au niveau de la tête de la maman et ils font un petit son, la mère fait un petit son et donc entre eux, quand vous les avez séparés parce que vous devez faire un soin, donc vous avez été obligé de prendre un des cochons pour le mettre en infirmerie puis vous le ramenez dans le groupe au bout de 3 jours, et là vous avez tous les membres du groupe qui viennent le voir et qui font ce son de reconnaissance et ils le font aussi avec leurs humains qui s'occupent d'eux. Donc avec l'équipe de soigneurs, par exemple, si vous avez une soigneuse qui est partie en vacances et qui revient au bout d'une semaine, et quand elle rentre dans l'enclos, certains des cochons vont l'accueillir avec ce petit son de reconnaissance. Voilà. Donc évidemment, leur communication, elle est spécifique à leur espèce, comme un peu pour toutes les espèces. Et un truc aussi important à retenir si jamais un jour on vous parle de cochons et de chiens, c'est qu'en fait, ils ne se comprennent pas et il y a souvent des bagarres. Il y a tout le temps des bagarres et c'est qu'une question de temps. Donc il y a aussi des problèmes de communication entre les chevaux et les cochons. Donc on a plein de gens, nous, au refuge, qui veulent adopter et qui ont déjà des chiens, des cochons. C'est important de le préciser, qu'en fait, c'est des mauvais mélanges. Ça se passe bien au départ et en fait, quand le cochon prend de la taille,
il voit le chien comme un rival potentiel, il va attaquer le chien alors que jusque-là, ils dormaient ensemble dans le même panier. Et en fait, après avoir bien énervé le chien va avoir le réflexe de lui dire stop, mais il va grogner. Le cochon ne comprend pas le grognement, enfin, il ne le voit pas comme un stop. Et donc, le chien va être obligé de pincer. Là, le cochon va prendre peur, va partir en courant et en criant aigu. Et le chien va le poursuivre. Et s'il y a d'autres chiens, ça fait même un effet de meute. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Et on peut aussi observer de la solidarité entre les cochons, ce qui est assez chouette à voir, puisque vous pouvez avoir un groupe qui s'entend plus ou moins bien. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont vraiment copains-copains. Enfin, voilà, ils vivent ensemble, mais vous ne voyez pas d'attache particulière. Et puis un jour, vous avez l'équipe de soigneurs qui se dit qu'il faudrait qu'on aille couper les ongles d'un des cochons du groupe, parce qu'ils sont trop longs. Donc ça se part un petit peu comme on part, comme le maréchal Ferrand fait avec les chevaux. Et pour ça, il faut qu'on restreigne l'animal pour pouvoir lui couper les onglons sans anesthésie pour que ce soit le moins dangereux possible. Et quand ils sont restreints, les cochons, en fait, ils se mettent à crier parce que de frustration, ils ont peur qu'un prédateur vienne faire quelque chose. Et là, nous, on est obligé d'avoir toute une équipe pour protéger les autres. On se met en arrondi autour de la personne qui va faire le geste technique, parce que les autres viennent attaquer. Mais clairement, quoi. Donc, ils arrivent en courant, en aboyant un peu comme des chiens, et ils viennent nous bouffer les fesses. donc voilà. Et dès qu'on arrête le soin, le cochon qu'on avait restreint de nouveau sur ses pieds arrête de crier, recommence à brouter immédiatement, et tous les autres font de même, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est vraiment, en fait, ils agissent un petit peu comme un banc de poissons. Et dans le positif aussi, par exemple, s'il y en a un qui commence à faire à jouer, à partir en courant et faire des tours sur lui-même, vous avez tout le groupe qui part et qui joue et qui fait des tours sur lui-même. Donc c'est assez marrant à voir. Oui, alors voilà. Donc la mémoire des cochons est particulièrement développée, exceptionnelle même. Voilà. Donc ils sont d'abord incapables de lire l'état émotionnel des autres individus qui les entourent, que ce soit cochon, autre animal et autre animal humain également. Donc, par exemple, vous rentrez dans l'enclos tous les jours pour aller donner à manger, et puis un jour, vous savez il faut que vous fassiez une piqûre pour, par exemple, vermifuger un des cochons. Donc, vous avez votre piqûre dans votre poche, et en fait, nous, on les fait quand le cochon est occupé à manger, on fait notre injection. Et vous y allez en ayant fait un peu de méditation, en vous disant je ne pense à rien, je file vite dans ma tête, mais vous avez la piqûre dans la poche. Et vous rentrez dans l'enclos, le cochon, il ne vous approche pas. Il a lu que de toute façon, il y avait un truc bizarre et que vous alliez le coincer. Et donc, en fait, ça n'aide pas l'équipe des soigneurs pour faire les soins. Ça. On aimerait qu'ils aient un petit peu moins d'intelligence émotionnelle. Voilà. Ils vont également faire le lien, en fait, reconnaître un vétérinaire, reconnaître une personne maltraitante également. Et ça, il l'oubliera jamais. Et ils vont pouvoir aussi faire le lien entre une personne et un endroit. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, si on a un endroit où on fait un soin qui n'est pas sympa pour eux, ils ne vont pas vouloir aller dans cet endroit. Mais si ils vont associer la personne à l'endroit, donc si c'est pas la personne qui fait le soin avec l'endroit où est fait le soin, ça va. Il va s'approcher de la personne, ou il va bien vouloir aller dans l'endroit où on a pu faire le soin. Si vous réunissez les deux, la personne et l'endroit, c'est mort. Il ne vous approchera pas, il ne s'approchera pas de l'endroit où on veut le faire emmener. Voilà. Et puis ils se souviennent aussi des humains qui ont fait des trucs sympas pour eux. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo de Sandrine et Paco. Paco a été trouvé par Sandrine dans une fourrière. Il était errant dans la ville et elle l'a sauvé. Il a vécu 2 ans chez elle, mais il ne s'entendait pas bien avec sa truie vieillissante. Et donc, elle nous l'a reconfié. Et Sandrine, elle fait partie du conseil d'administration de l'association. Elle vient de temps en temps. Et là, ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue. Je vous laisse regarder la petite vidéo. Ah, il n'y a pas de son, je crois. Attends, je crois qu'il est là. Pardon, il y avait du son, hein. Je reviens. Pardon, excusez-moi. Hop là. Paco. Attends, je crois qu'il est là. Ça y est, il est là. Il serait bien là, chouchou. Oui. Salut mon Paco. Salut bébé. C'est le cochon noir. Ça fait plaisir de te voir. Salut les boubous. Salut. C'est les petits sons dont je vous ai parlé. Salut boubou.
Salut Coco. Et ça fait trop plaisir de te voir. Salut mon Coco. T'es content? Et c'est ouf quand il m'y reconnaît. Hein. C'est dingue, hein? Voilà, donc vous avez dû, entendre les petits sons que les autres faisaient, là, le ouf, ouf, ouf. Vous voyez, je l'ai imité, hein, j'ai quand même fait. Et puis pour la petite blague, c'est que Paco, il aime pas normalement trop les humains, quoi. Donc s'il peut essayer de vous croquer une guibole, il le fait. Mais vous avez vu, avec Sandrine, il est arrivé pour des câlins, quoi. Voilà. Hop. Bon, alors les émotions des cochons, elles sont nombreuses, variées et très diverses. Voilà. Donc au lieu de vous en parler, j'ai une petite vidéo. Hein. Si vous avez des questions, on en parlera après. Voilà, puisque en fait, vous verrez que sur les émotions, on est vraiment pas loin les uns des autres en vrai. Voilà, donc vous voyez qu'avec un chat, un chien ou un cheval, on a à peu près la même type de relation qu'avec eux. Voilà, et donc vous avez évidemment, en fonction de la personnalité des cochons, il y en a qui vont aimer plus être gratouillés, d'autres plus laissés tranquilles, d'autres qui vont être aller plus dans l'eau, même l'hiver, bizarrement. Enfin, vraiment, vous avez toute la panelle de choix et d'intérêts différents en fonction des individus. Voilà. Dans les trucs un peu plus tristes, donc là on était sur des émotions un peu sympas, vous en avez entendu parler juste avant à la présentation d'avant. En fait, nous on va constater, il y a des décès au refuge malheureusement évidemment, et puis aussi des séparations parce que quand il y a un décès, il y a un cochon qui va perdre son meilleur ou sa meilleure copine, quoi. Donc voilà. Donc moi, n'étant pas scientifique, je vais pas m'aventurer sur ce que ça veut dire ou veut pas dire, mais par contre on constate vraiment des changements de comportement marqués de temps en temps. Alors, et c'est très étonnant parce que, par exemple, Pompon et Stone, qui s'entendaient super bien, quand il y en a un qui est décédé avant l'autre, l'autre n'a pas marqué de comportement particulier. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le corps de l'animal pendant 1 heure ou 2 dans l'endroit où vivent les autres animaux pour que les autres puissent se rendre compte de ce qui se passe, en tous les cas, enfin, au moins leur donner l'opportunité d'eux. Et dans le cas de la mort de Pompon, Stone n'a pas marqué spécialement de comportement typique. En revanche, il a été il a eu un comportement bizarre pendant bien 2 semaines après, à plus dormir, moins sortir. Voilà. Donc, si ça avait été un humain ou une humaine, moi j'aurais dit qu'il était un peu en dépression, quoi. Vraiment, c'était voilà. Mais bon, ce sont mes mots et il faut en prendre et en laisser, quoi. Donc voilà. Et puis vous avez aussi, on a eu aussi des choses assez émouvantes. Un cochon qui était vraiment malade et qui n'était pas très vieux, donc il devait avoir une année, et on avait un groupe de 4 cochons du même âge, et normalement les cochons, je vous ai dit, ils aiment bien dormir les uns contre les autres dans leur box, mais quand ils sont dehors, en général, ils profitent du soleil, et donc en fait, ils sont pas spécialement blottis les uns contre les autres. Et puis ce cochon était sous traitement, on le surveillait beaucoup, et puis on se dit, tiens, c'est marrant, il se passe un truc bizarre dans l'enclos. Enfin, l'enclos, c'est un hectare, hein, c'est vrai, c'est des prés, hein, c'est pas des enclos. Et en fait, on avait les 4 petits cochons qui étaient les uns contre les autres. Et quand on s'est approché, on s'est aperçu qu'en fait, on avait le petit cochon qui était malade au milieu des 3 autres. Il a été décédé et les autres étaient venus en fait. Ils se sont rapprochés de lui et l'ont entouré, quoi, physiquement, de leur présence. Encore une fois, je peux pas. Alors, c'est pas sur un cas et en n'étant pas scientifique qu'on peut déduire des choses, mais c'est quand même des comportements assez particuliers.
Alors, dans l'intelligence plus, enfin la compréhension, l'apprentissage et l'adaptation, ce qui est à noter, c'est que chez les cochons, en fait, ils vont passer 70% de leur temps à l'exploration. Donc, ils vont faire des trous dans le sol, ils vont aller farfouiller des nouveautés. Si vous mettez un nouvel objet dans un endroit, ils vont aller essayer de jouer avec. Voilà, ils ont une cartographie mentale très importante, c'est-à-dire que par exemple on a des cochons qui sont aveugles au refuge et avec en particulier des yeux qui ont été retirés parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, évidemment par un vétérinaire sous anesthésie générale, etc., parce qu'on n'arrivait pas à juguler une infection. Donc on est sûr qu'ils sont aveugles et qu'il n'y a pas juste un petit peu de vue, quoi. Enfin voilà. Et en fait ces cochons vont dans 2 hectares de refuge avec des barrières, des box, des outils, des brouettes, enfin vraiment des choses qui peuvent ne pas être à la même place. Ces cochons aveugles se déplacent sans aucun problème dans tout leur environnement et sans poisson pilote. Parce que bien souvent, par exemple, chez les chevaux, quand vous avez un cheval qui est aveugle, il va se coller à un copain ou une copine qui ne va jamais lâcher et c'est le copain ou la copine qui lui sert de guide. Chez les cochons, ils arrivent à se débrouiller tout seuls et c'est assez incroyable. Et Nala en particulier, que vous verrez à la fin en vidéo, elle a un couloir pour passer de son box à la partie où il y a de l'herbe. Et si on laisse la brouette dans le couloir, jamais, elle a bigné la brouette. Elle a toujours fait le tour. On pense que c'est certainement l'odorat. On ne sait pas trop. Elle penchait aussi la tête sur le côté tout le temps quand elle marchait. Donc on se demande si avec les sons aussi, elle n'arrivait pas à déterminer s'il y avait des objets ou non. Donc voilà. Et les cochons adorent manipuler les objets. Donc une petite démonstration de 10 secondes assez rigolote. Dynamite, faudrait nous rendre notre poubelle, chérie. Dynamite, tu peux nous rendre notre poubelle? On en a besoin pour nettoyer le box. Dynamite. Bah oui, je sais que tu veux pas nous la rendre, mais ça serait bien de nous la rendre quand même. Et voilà. Alors, hop, attendez, je ne sais pas où je suis perdue. Ne quittez pas. Ah oui, on en est là. Voilà, donc les cochons, comme plein d'animaux, ont une capacité d'adaptation absolument dingue. Voilà, donc il y en a une qui est liée à leur statut d'animal de proie et donc directement liée à la survie. Et l'autre est plus stratégique, moins basée sur un besoin fondamental en fait. Donc, pour la question de l'animal de proie, il ne supporte pas d'être soulevé. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont faire, quand on fait des soins, on explique aux vétérinaires qu'il ne faut pas qu'ils essayent de le prendre au sol, parce que les vétos, ils connaissent les soins, mais ils connaissent peu, le comportement des cochons, en fait. Et donc, parce qu'en fait, dans la nature, quand ils sont soulevés, c'est les prédateurs qui le font. C'est jamais pour une fin heureuse. Et puis, ils ont la fuite et la charge comme issue de secours. Donc, ils vont privilégier la fuite. Mais si vous êtes devant leur chemin et qu'ils doivent passer, et en fait, ils vous font tomber parce qu'il faut qu'ils passent absolument coûte que coûte pour la survie. Voilà. Et pour l'adaptation stratégique, alors ça, c'est assez fou. En fait, ils sont hyper forts pour détecter une faille. Donc, par exemple, vous avez un grillage et dans le grillage, il y a un trou. Ou alors, il est affaibli. Le cochon, il a essayé de passer une fois. Et en fait, il va retourner à cet endroit de façon continue parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, ça va être plus fragile. Et si au bout de 2-3 essais, il voit qu'en fait, ça a été bien réparé, il va longer le grillage pour aller essayer de choper un autre endroit plus faible que là où il était. Quand on veut prendre leur température aussi aux cochons, on n'a qu'une voie, c'est un thermomètre dans les fesses, voilà. Et vous allez le faire 2 fois. Et puis la 3e fois, qu'est-ce que fait le cochon ? Il s'assoit. Et donc, en fait, on ne peut plus prendre sa température. Et franchement, ce n'est pas pratique du tout. Donc, voilà. Un autre type d'exemple d'intelligence absolument évidente. Les cochons ont beaucoup de mal ils ne boivent jamais assez. Ils peuvent faire des calculs rénaux. Donc, l'idée, c'est toujours de leur proposer de l'eau plus qu'il le faudrait. Et donc, nous, on peut couper des fruits et des légumes qu'on va mettre dans des bassines d'eau pour que quand ils chopent un petit quartier de
pommes, en même temps, ils boivent l'eau qui va avec, quoi. Et ben, une partie de nos cochons, ils prennent avec le bout du groin, ils soulèvent la bassine, ils font tomber l'eau, ils font bien attention de ne pas faire tomber les pommes et les autres morceaux de nourriture, parce qu'une fois qu'ils reposent la bassine, la pomme et les autres morceaux de nourriture sont groupés, et en un seul coup de dents, ils peuvent choper toute la nourriture et pas se la faire voler par les copains. Donc voilà. Donc des anecdotes comme ça, j'en ai 5000, donc je vais pas vous les faire toutes, quoi. Voilà. On peut aussi parler des jeux. Donc là, c'est pas vraiment d'adaptation, mais quand même un peu. Donc comme je vous expliquais, les cochons, c'est voilà, quand ça va pas, ils peuvent fuir. Et moi, une de nos truies jouait à cache-cache avec nous autour d'une cabane ou d'un buisson. Elle allait avec le soigneur ou la soigneuse courir après la soigneuse, ou la soigneuse courait après elle. Et en fait, ça pouvait durer une demi-heure et elle restait en toupie autour ou du buisson ou de la cabane, alors qu'elle aurait très bien pu faire le choix d'aller rejoindre ses copains qui étaient pas loin. Mais non, le voilà. Donc il y a des comportements qui sont assez spécifiques. Alors, dans les apprentissages, donc en fait, au refuge, comme je vous expliquais, la hiérarchie, c'est vraiment important. Et pour nous aussi, les humains aussi, puisque quand on a des soigneurs et des soigneuses, on aime bien qu'ils restent entiers pour pouvoir mieux soigner les cochons. Et donc, en fait, une façon sympa d'expliquer aux cochons que vous êtes leur supérieur hiérarchique du groupe. Et au lieu, on ne va pas se battre avec eux, nous, c'est pas notre but du tout. Et donc, en fait, on va ramener cette hiérarchie de façon positive avec de l'éducation positive. Donc évidemment que ça n'a aucun intérêt d'apprendre un cochon à s'asseoir ou à répondre à l'instruction va dans ton panier. Enfin, je veux dire, voilà, on est contre l'exploitation des animaux, donc on ne va pas s'amuser à faire ça pour ça. En revanche, en faisant ces exercices et en les récompensant par de la nourriture, le cochon il est super content parce qu'en fait lui ce qu'il aime c'est il est curieux, il aime explorer, il aime apprendre. Donc en fait vous nourrissez un besoin intrinsèque. Et en plus, vous vous positionnez comme la personne à suivre, en fait. Et donc, en fait, il dépose les armes en se disant, s'il y a du stress ou il y a un danger, c'est l'humaine qui est en train de me faire l'exercice qui va prendre en charge la sécurité du groupe. Donc, en plus de ça, vous fabriquez un lien qui est un lien affectif et de sécurité avec lui. Voilà. En faisant ces exercices, je peux vous dire que la mémoire, c'est une mémoire de malade. Vous lui apprenez un truc et vous lui apprenez pas. Vous ne faites pas l'exercice pendant des années et 3 ans plus tard, vous redonnez l'instruction et le cochon fait l'exercice. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Voilà. Et puis, apprendre un cochon son nom, à répondre à son nom, ça prend à peu près 4 secondes 3, vraiment. Surtout si vous avez des pommes. Là, on peut tomber à 2 secondes 4. Éventuellement. Et voilà. Et donc, vous avez vraiment toute une batterie possible. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, il y a un renversement de rôle au bout d'un moment. C'est qu'en fait, les cochons sont tellement intelligents qu'on peut même leur dire qu'ils sont manipulateurs. Très honnêtement. Et si vous faites pas attention, c'est eux qui vont vous dresser. Et donc, par exemple, un cochon va, au moment de la nourriture, des repas, il va crier parce qu'il est content d'avoir des repas. Et puis, du coup, par exemple, c'est 8 heures. Et bien, à 7h45, il commence à crier. Donc, en fait, si vous ne le savez pas et que vous voulez être sympa, vous allez aller le nourrir tout de suite, quoi. Ouais, sauf que le lendemain matin, ça va être 7h30. Et puis après, c'est toute la nuit. Donc, et voilà comment un cochon arrive à manipuler une bande d'humains qui veulent faire leur bien. Voilà. Et dans les exercices, donc là, vous avez des exercices qui sont à peu près qu'on peut entendre, qu'on peut concevoir assez facilement, mais vous avez aussi des exercices qui ont été faits pour des expériences scientifiques, donc c'est un peu moins cool évidemment, voilà, mais par contre qui montraient la possibilité d'abstraction des cochons. Ils sont capables d'utiliser un joystick comme nous pour jouer à un jeu vidéo et d'emmener un point sur un écran. Donc en fait, ils sont capables de ça et d'être récompensés pour s'ils mettent le cercle dans le rond, ils ont un bout de pomme, etc., etc. En 2 secondes 3, le joystick, ils le manipulent à la perfection avec leur groin, quoi. Donc voilà. Voilà.
Eh ben, écoutez, je pense que j'ai un peu parlé d'intelligence des cochons. J'espère que, à travers ce que j'ai montré là, on a pu voir aussi que c'était des individus sensibles, avec une personnalité et qui est assez similaire à celle des chats, des chiens et nous-mêmes, quoi. Donc voilà. Et pourtant, on en a 22 millions qui meurent tous les ans pour la consommation. Je rappelle que oui, en France, bien sûr, pardon, en France. Oui, je l'ai pas marqué. En France, et je rappelle qu'on n'a pas comment dire, on n'est pas obligé de manger de la viande pour être en bonne santé, hein, c'est scientifiquement prouvé, donc voilà, donc et puis 95% des cochons qu'on trouve dans nos assiettes viennent d'élevage intensif, sans paille, sans espace, et ils sont tués à l'âge de 6 mois. Donc le seul moment où ils voient la lumière du jour, c'est quand ils montent dans le camion pour aller à l'abattoir, quoi. Donc tout notre but à nous au refuge, c'est de poser cette fameuse question de savoir s'il ne serait pas temps de considérer les autres animaux comme les individus qu'ils sont et pas comme des ressources à notre disposition. Donc pour une partie de la réponse, je vais vous la jouer en vidéo, enfin la faire passer en vidéo, et puis je répondrai à vos questions par la suite. Pour la petite histoire, la vidéo que vous allez voir, elle va présenter Nala, qui est une truite ferme qui a été sauvée d'un élevage intensif. C'était pas prévu, parce que j'ai préparé la présentation à l'avance pour Yolène. Et en fait, Nala, elle s'est éteinte en début de semaine. Voilà. Merci Caroline. Moi, je l'ai vue avec toi, cette grue. Oh là là, c'est trop triste. Merci, malgré ces tristes images, pour ta joie de vivre et cette formidable dynamique au service des cochons. Franchement, c'est... alors, est-ce que vous avez des questions sur nos amis les cochons, qui sont sans doute parmi les animaux les plus maltraités, les plus mal aimés, hein. Et dans toutes les cultures. Je ne sais pas pourquoi, ces pauvres cochons... Oui. Le refuge se trouve en Sarthe. En Sarthe, à 1h30 de Paris en voiture, à côté du Mans, au pays de la Rillette. Je sais. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est un grand moment, hein. Alors Caroline au milieu de ces cochons, c'est quelque chose. On a fait quelques vidéos qu'on a mis sur les réseaux et il y a celle qui a plein de poils là. Oui, elle est tellement drôle. Boubou. Oui, Boubou. Oui. C'est Boubou qui est là. Elle l'a appelé, puis tout d'un coup on a vu Boubou arriver avec des poils partout, puis les oreilles comme ça. C'était tellement drôle. C'est un grand moment de joie. Pardon. Donc il y a une question. Oui. Est-ce que les sangliers ont exactement le même comportement? J'ai pas entendu. Pardon. Les sangliers. Alors, je m'y connais moins en sanglier et quand je connais pas, je me garde de raconter des bêtises. Alors oui, en tous les cas, sur le comportement, parce qu'on a plein de gens qu'on connaît qui ont des sangliers avec toutes les autorisations nécessaires, mais ça reste des animaux sauvages avec quand même des comportements très soudains et
potentiellement dangereux parce que voilà, mais les sangliers adorent les gratouilles. La laide, ma pote, adore son canapé. Par contre, pourra aller vraiment faire du mal aux chiens des amis qu'elle a, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle a des amis qui viennent avec des chiens à la maison, elle met la laie dans son parc parce que ça peut vraiment mal se passer. Donc voilà. Et puis aussi au niveau, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que les sangliers peuvent être solitaires. Mais vous voyez, je vais vous dire des bêtises. Alors moi, je reprends parce que j'étais il y a 2 jours avec quelqu'un qui a des sangliers, okay. Une femme qui nourrit 180 sangliers d'élevage. Donc, elle a fait un enclos, elle veut les nourrir, etc. Et je les ai vraiment vus, ils la reconnaissent, ils vont la voir, ils se laissent caresser. Et elle m'a raconté un truc génial. Il y en avait un qui était un peu malade, donc elle le met dans la... On parlait de la propreté, ils sont très propres aussi dans la nature. Et elle le met dans la voiture pour l'amener chez le vétérinaire. Et tout d'un coup, elle entend... Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, elle l'arrête, il sort, il fait pipi, puis il remonte. J'ai trouvé ça génial. Il refusait de faire pipi dans la voiture. Oui. Et bien sûr, ils répondent à leur... Enfin, quand ils sont imprégnés, mais il ne faut pas imprégner les sangliers, ils sont faits pour vivre dans la nature. Hein, mais voilà, ils peuvent répondre à leur nom, ils peuvent, ils peuvent apprendre tout un tas de trucs. Voilà. Oui. Attendez, il y a une question. Oui, bonjour. Je me demandais comment vous faisiez quand vous récupérez les cochons, parce que j'ai l'impression qu'en élevage, ils n'ont pas eu le temps d'être formés à la culture cochonnesque par leur mère et par leurs autres copains, donc ils sont un peu... Oui. Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, quand on les récupère des élevages, par exemple Nala qui est arrivée à l'âge de 1 mois et demi ou 2 mois, tout ce qu'elle sait de sa mère, c'est que sa mère était dans une cage avec une mamelle qui sortait pour pouvoir la nourrir, mais c'était tout, quoi. Il y a l'instinct quand même. Par exemple, personne lui a appris à faire un trou dans la pelouse. Elle est arrivée, la première chose qu'elle a faite, c'est de faire un gros trou dans l'herbe. Et puis après, comme on les fait vivre ensemble en groupe, les autres lui apprennent... et justement, les bagarres dont on parlait tout à l'heure est aussi une façon d'apprendre les liens entre eux, quoi. Donc, ils apprennent par mimétisme et par adoption de l'individu dans le groupe. Et c'est intéressant, c'est comme la question de la personne sur les castors tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même quand on les sépare de leur vie culturelle, la culture revient. C'est un vrai sujet, je trouve. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Ouais. Une question... Oui. Je voulais bonjour. Je voulais savoir quels étaient les liens entre les cochons et les poules, parce que vous avez parlé des mammifères comme les chevaux et les chiens. Alors en fait, ils s'entendent plutôt bien, puisque le cochon ne va pas considérer que la poule peut être une rivale, tu vois, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Et nous, on a du taxi poule, enfin du taxi cochon, je ne sais pas comment dire ça. Donc quand les cochons et les poules vivaient ensemble dans le même endroit au refuge, souvent les poules montaient sur les dos des cochons pour aller plus vite, quoi, pour traverser le champ. Donc vous vous retrouvez avec des cochons qui trimballent leurs petites poules. Et alors pourquoi ils aiment ça? Parce qu'il y a quand même un petit trick, quoi. C'est que les cochons, comme ils s'enfouissent sous la paille, il y a toujours des petits morceaux de blé qui viennent se coincer dans leur soie. Et les poules, pendant qu'elles font du taxi cochon, elles mangent en même temps parce qu'elles picorent le blé qui est resté dans les soies des cochons. Ça, faut prendre ça un jour en vidéo, c'est génial. Oui, il faudrait que je le fasse. C'est incroyable. C'est comme les pique-bœufs, en fait. C'est un peu la même chose. Avec les... Oui, j'ai vu une question, un bras se lever. Oui, bonjour, merci pour ça, ce bel expo. Merci. Moi, j'avais une question entre les sangliers et les cochons, c'est-à-dire vous avez des barrières qui ont l'air sympathiques, mais peut-être un peu légères. Et en clair, comment vous faites pour vous protéger des intrusions éventuelles si vous en avez des sangliers? Alors, oui, effectivement. En fait, c'est non seulement une question importante, mais c'est une question réglementaire. En fait, on est considéré comme éleveur-engraisseur par l'administration. Voilà. Et vegan moi-même, si vous voulez, le terme engraisseur est sympa. Mais on est soumis aux mêmes réglementations qu'un élevage extérieur. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vu en vidéo comme barrière qu'on avait, mais en fait, les barrières extérieures du refuge sont des barrières en bois avec du grillage, et vous avez des rangs de fils électriques, de clôtures électriques pour chevaux sur 3 rangs à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui fait que même si vous aviez un sanglier qui s'approchait de la barrière, il serait à 50 cm minimum du cochon qui est à l'intérieur du refuge. Donc ils ne peuvent pas faire touche-touche, ce qui est important parce que vous avez des maladies qui peuvent se transmettre comme la brucellose et la grippe porcine africaine. Et donc c'est vraiment
enfin, c'est pas une recommandation, c'est comment on dit, une loi, c'est imposé par la préfecture, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que c'est un refuge 5 étoiles. Hein. Oui, et puis on la fait... piscine, moi j'ai été très bluffée. Il y a une série de piscines couvertes pour pas qu'ils aient la pluie. Oui, parce qu'en fait, comme ils aiment se mettre ils aiment prendre leur bain de boue l'été, si on ne le couvre pas, ils prennent des coups de soleil. Parce que, évidemment, les cochons roses que vous pouvez voir en élevage intensif, c'est une manipulation génétique, une sélection génétique pour arriver à avoir le plus de viande dans le moins de temps possible, ce qui fait qu'ils n'ont plus de poils et qu'ils sont roses. C'est comme si vous alliez à la plage en plein été sans protection solaire, enfin vous cramez. Donc du coup on entend des bâches qui laissent passer qui font de l'ombrage, et puis on leur met aussi de la crème solaire sur les endroits sensibles pour pas qu'ils crament, parce qu'en fait ils ont une espérance de vie de 10 ans chez nous à peu près, les cochons de ferme, et en 10 ans ils vont avoir des coups de soleil qui vont se transformer en cancer de la peau au niveau des oreilles si on les protégeait pas de crème solaire. D'ailleurs, Éric Baratet, dans son livre, je ne sais pas s'il est encore là, il explique que le cochon du 18e n'a rien à voir avec cela. Il était petit, noir, poilu, évidemment, et capable de marcher parce qu'il partait en transhumance. C'était pas le même cochon, quoi, par rapport aux nôtres qui sont gros et tout. Ah bah oui, et imberbes. Je ne sais pas si des personnes ont été en Corse, mais voilà, les cochons corses sont déjà beaucoup plus proches du sanglier. Oui, et puis voilà, et du coup résistants à leur environnement, quoi. Une question, si on oui, trouve bonjour. un micro. Merci pour votre présentation. J'aurais une question. Vous parliez des potentielles difficultés quand les cochons pour le traitement vétérinaire. Est-ce que vous pratiquez du medical training, de l'enrichissement, enfin de l'apprentissage pour faciliter un peu cette étape-là? Oui, en fait, c'est aussi ça qu'on montrait sur les petites photos que vous avez pu voir. Par exemple, apprendre à des cochons à marcher en laisse, parce que c'est pas instinctif comme pour un chien, puisqu'ils sont restreints avec la laisse. Ça facilite, par exemple, les visites chez le véto. Vous voyez, voilà. On va apprendre aux cochons à se désensibiliser. Par exemple, prendre le pied d'un cheval pour pouvoir lui curer les pieds ou faire un soin. C'est un truc qu'on apprend facilement aux chevaux. Beaucoup plus compliqué chez un cochon qui n'aime pas être coincé. Donc, lui prendre la patte est un truc qu'il n'aime pas. Donc, ça, on va les désensibiliser pour qu'ils se laissent faire, pour éviter des anesthésies quand on a besoin d'intervenir sur eux. Donc on essaye vraiment de prendre le temps de le faire, mais ça va dépendre de l'histoire de l'animal, ce qu'il a vécu avant, et puis aussi du temps qu'on a, parce que ça prend énormément de temps. Et donc voilà, donc on essaye de faire au maximum. Il y a une question tout là-haut, je crois. Oui, bonjour, merci. Vous avez parlé de la hiérarchie en groupe, et oui. Je voulais savoir si, de ce que vous avez pu observer ou lire à côté, est-ce que c'est une hiérarchie qui varie en fonction des groupes entre mâles et femelles, ou est-ce que c'est plus tendance à être des mâles qui vont prendre le lead ou des femelles? Alors écoutez, de ce que moi j'ai observé, et surtout de ce qui a été étudié, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de lien mâle-femelle. En fait, c'est vraiment d'individu à individu. Et la hiérarchie, là j'ai un peu simplifié, mais en fait elle est un peu fluctuante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une hiérarchie établie, c'est pas parce que vous avez le pouvoir que vous l'exercez, quoi. Donc en fait, vous avez des animaux qui auront plus de pouvoir que d'autres dans le groupe, mais qui vont laisser des individus qui ne l'ont pas faire des choses qu'ils ne devraient pas laisser faire, en fait.